Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes en ce lundi 5 août 2024. Faisons le tour des unes des différents journaux avec Rémi. Salut Rémi. Salut Marianne. Donc, on commence avec le Journal de Montréal. En une du journal, tu sais Rémi, quand il fait chaud, surtout en plus dans les derniers temps, il a tellement fait chaud, il fait humide. Chose qu'on a tous envie de faire, c'est de se garrocher dans une piscine, c'est de se rafraîchir. Et par contre, malheureusement, en fait, ça peut rapidement tourner au cauchemar parce qu'on apprend dans une compilation du Journal de Montréal ce matin qu'il y a pas moins de 25 bambins de moins de 5 ans qui ont perdu la vie dans des piscines résidentielles au cours des 4 dernières années au Québec. La semaine dernière encore, il y a un petit gars de 4 ans qui a malheureusement péri après avoir été retrouvé noyé dans une piscine. Ça s'est déroulé à Beauharnois, tout près de Châteauguay. Et comme je te disais d'entrée de jeu, mais c'est quand même des décès qui peuvent qui sont bien évidemment tragiques, mais qui peuvent survenir rapidement. Ça représente quand même plus du tiers des noyades en piscine. Résidentielle au Québec depuis 2020. Et pourtant, c'est pas comme s'il n'y avait pas de la sécurité qui était présente. Là. Dans 21 des cas, il y avait une clôture pour justement empêcher l'accès à la piscine de la résidence ou du moins celle d'un voisin. Donc, ça prouve que la présence de clôture, ça règle pas tout et ça peut mener aussi à un faux sentiment de sécurité pour les parents et pour les enfants. Et du moins, c'est ce que le journal a pu observer en consultant 60 rapports du coroner sur plus de 70 décès par noyade dans des piscines résidentielles depuis 4 ans. Et il y a même la Société de sauvetage du Québec qui dit que pour la plupart du temps, ce sont des noyades qui sont évitables. Et dans plusieurs cas tragiques, c'est des portes, des clôtures qui ont été laissées ouvertes, qui sont brisées ou qui sont tout simplement mal entretenues. Moi, ça me fait tellement de la peine à chaque fois que j'entends ça parce que la première réaction, là, puis je fais un lien entre des noyades, par exemple, puis oublier un enfant dans une voiture, à la grosse chaleur, c'est un oubli, c'est une erreur qui est fatale, mais ça reste un oubli et une erreur. Puis on pense souvent que les parents d'enfants qui se finissent, qui ont cette fin-là, sont des mauvais parents. Ben non, c'est des gens qui ont fait une erreur, des gens qui sont fatigués, qui ont manqué d'attention une seule seconde, puis ensuite qui ont oublié quelque chose. Il y a quelque chose qui est dans le four, on va aller vérifier, puis on revient, puis c'est terminé. C'est une tragédie. Il n'y a comme pas de sens à ça. Exact. Ça peut être, tu l'as dit, ça peut être une erreur d'inattention. Le téléphone sonne, on surveille les enfants dans la piscine, on rentre à l'intérieur chercher le téléphone, on ressort, puis finalement, c'est à ce moment-là que le drame est survenu, juste le temps d'avoir tourné les yeux seulement 30 secondes à peine. Et dans le journal, on cite une liste de dangers qui guettent les enfants aux abords des piscines. Tout d'abord, il y a les jouets, les coussins flottants qui sont laissés dans la piscine. On recommande de les sortir hors de l'enceinte de la piscine pour éviter justement que les vents, ça les ramène à l'eau. La distraction d'un parent, comme je te disais tout à l'heure, on recommande de nommer un surveillant désigné. Souvent, quand on fait des parties en famille, là, il y a souvent un adulte qui va se proposer « je vais surveiller les enfants pendant que les autres s'occupent des autres choses à faire ». Les installations de sécurité, avant chaque saison, c'est quand même recommandé de vérifier les loquets, les fermetures de portes automatiques, les barreaux de clôture et les objets qui peuvent servir de marchepied et permettre aussi à un enfant d'accéder à la piscine comme un bac de recyclage, un bac à fleurs, un trampoline, etc. Il y a un livre qui a été publié il y a quelques années sur une erreur d'un parent comme ça. C'est un livre de biz. Ça s'appelle « Naufrage ». Puis c'est l'histoire d'un fonctionnaire qui s'emmerde, puis qu'il s'est rendu qu'il ne voit plus les journées se dérouler vraiment. C'est juste un gros rouleau compresseur, sa vie. Puis un jour, il oublie son petit garçon dans la voiture, puis son garçon meurt. Puis il y a une série cet été, on avait reçu son réalisateur, l'entrevue est disponible sur l'application Cube, une série, donc, tous les Québécois ont regardé, ou presque, sur un enfant qui a disparu dans un camping il y a quelques années. C'était son grand frère qui était censé le surveiller. Le petit gars s'est fait enlever. Et là, à partir de cet événement-là, se lance une grande histoire. Ça affecte les familles pendant toute une vie. Là, Puis c'est les parents, les frères et sœurs aussi, parce que tu l'as dit, on demande à un parent, à un adulte de surveiller. Des fois, on demande à un garçon de 15 ans. Peux-tu surveiller ta petite sœur? 15 ans quand même. Tu fais 6 pieds déjà, tu es dans la puberté, tu as 15 ans. Tu regardes ton téléphone. Ta voisine te dit allô, tu vas la voir, tu reviens, un drame. Il n'y a personne de coupable dans ces histoires-là. C'est un drame. Puis moi, à chaque fois que je lis ça, comme je te dis, ça me renverse. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. As-tu écouté les Jeux olympiques en fin de semaine, Rémi?
Hey, il faudrait que je te dise oui à un moment donné, mais honnêtement, j'y arrive pas. Je sais pas si c'est parce que c'est entre 6h et midi, puis qu'à la fin de semaine, je me lève un petit peu trop tard, là, mais non, j'ai rien vu. Mais pourtant, ça a tellement été une grosse fin de semaine. Du moins, ceux qui le font, il a quand même fait chaud, là, fait qu'au lieu de sortir à l'extérieur, il y en a qui se sont réfugiés à l'intérieur à l'air climatisé pour pouvoir regarder les performances de nos athlètes canadiens. Écoute, on peut quand même être très fiers là, de nos Canadiens. On a plusieurs médailles qui ont été remportées cette fin de semaine. Je te fais vraiment un bref résumé. Il y a des performances qui ont marqué plus que d'autres, dont celle de Summer McIntosh en natation. Elle a complété un tour du chapeau de médaille d'or aux Jeux olympiques à Paris. C'est d'ailleurs la première athlète canadienne à remporter 3 médailles d'or dans une seule édition des Jeux olympiques. Donc, je rappelle qu'elle a gagné l'or aux 400 mètres 4 nages individuelles, l'or aux 200 mètres papillon, l'argent aux 400 mètres style libre et maintenant l'or aux 200 mètres qui a été remporté samedi soir à Paris. Il faut rappeler qu'elle a quand même 17 ans. Oui. Elle va avoir 18 ans au mois d'août. C'est ses deuxièmes Jeux. Donc, quand même, une performance assez impressionnante. Sofiane Méthode au trampoline, ça fait seulement depuis l'année 2000 que le trampoline a fait son arrivée dans les disciplines des Jeux olympiques. Et jusqu'à présent, le Canada avait remporté seulement 7 médailles olympiques. Et là, il y a Sofiane Méthode, qui est première athlète du Québec à prendre part aux Jeux olympiques dans cette discipline-là, qui fait monter le compteur à 8 médailles. Elle a remporté la médaille de bronze vendredi, encore une fois, super impressionnant sa performance. Et hier, le lancer du marteau. Savais-tu que c'était une discipline? C'est tellement impressionnant c'est un Canadien qui a gagné ça. Hein? Je l'ai vu garrocher ça là, à comme 90 mètres dans les airs. Oui, c'est Ethan Katzberg, j'espère que je prononce bien son nom de famille, qui a remporté l'or. C'est un lancer de 84,12 mètres de distance à seulement 68 cm du record d'un Russe qui a été établi en 1988. 68 cm, on s'entend, là, quand tu as fait 84,12 mètres de distance, là, c'est quand même proche là, pour un record. Donc, c'est pas mal les performances qui nous ont fait sourire cette fin de semaine. On s'entend-tu qu'en tout respect, là, okay, parce que c'est impressionnant, là, mais le lancer du marteau, okay, on s'entend-tu que juste visuellement, là, imaginer ça, c'est comme un petit peu drôle comme discipline. C'est pas un marteau qu'on prend puis qu'on lance. Oui, non, je comprends, mais tu sais, le gars, il s'entraîne au lancer du marteau. T'sais, c'est pas un joueur de tennis, c'est pas un joueur de basketball, c'est même pas un coureur aux 100 mètres. Lui, il prend une affaire, là, puis pendant 4 ans, il s'entraîne à la lancer le plus loin possible. C'est impressionnant, mais c'est un petit peu drôle aussi. Oui, c'est drôle de les voir à l'œuvre aussi. Il y a toute une technique derrière ça. Là. Oui, il y a l'entraînement, comme tu le dis, mais il y a la technique. Là, en plus, ils tournent, puis à un moment donné, ils ont comme une fenêtre de, je sais pas quelle grandeur où ils lancent, puis c'est tellement précis, là. Je vois ça, puis je me dis, hey boy. Mais c'est des athlètes. Je ferais pas ça. Moi, en tout cas, je suis très fier de Sofiane Méthode. Il paraît que c'est une super bonne fille. Ah oui. C'est une Québécoise. Parce que moi, tu sais, nos Canadiens, les athlètes de chez nous, Summer McIntosh, de Moose Jaw, je sais pas, le poil ne me lève pas. Je suis allé voir un médecin, puis ça marche pas. Hein? Moi, il faut que ça soit né au Québec pour que ça me fasse vibrer. Tout savoir en 24 minutes. Sur une note un peu plus sérieuse, il y a une fusillade d'une rare intensité qui a fait 3 blessés graves dimanche soir à Dollard-des-Ormeaux, dans l'ouest de l'île de Montréal. Ça a éclaté un peu après 20 heures. On dit que c'est à l'angle du boulevard de Salaberry et de la rue d'Avignon, dans un secteur résidentiel et commercial. Il y a des témoins qui ont contacté le 911 qui disaient avoir entendu, écoute bien, entre 30 et 40 coups de feu. Il y a une balle perdue qui aurait même atteint la fenêtre d'un logement de la rue d'Avignon, à l'intérieur duquel se trouvait un enfant de 7 ans. Au total, il y a 3 hommes, tous d'âge adulte, qui auraient été blessés par balle. Au moins 2 d'entre eux qui se trouvaient dans un état très grave. À l'arrivée des policiers, malheureusement, ils n'étaient pas en mesure d'aller porter assistance aux 2 premières victimes immédiatement parce que les policiers se seraient retrouvés dans la ligne de tir de l'un des suspects qui venait tout juste d'être repéré à bord d'un véhicule. Donc, avant d'aller sur une scène de cette façon-là, tu dois assurer que le policier est en sécurité. Et là, c'était pas nécessairement le cas. Donc, on dit qu'il y a au moins un suspect qui a été blessé pendant la fusillade qui a été arrêté. Il y a d'autres arrestations qui pourraient avoir lieu dans cette affaire-là. Il y a un immense périmètre de sécurité qui a été érigé dans le secteur pour protéger la scène de crime. Il y a une mère de 3 enfants qui ne pouvait pas rentrer à la maison justement à cause du périmètre. Elle a confié du moins se sentir de moins en moins en sécurité dans le quartier. On dit même que c'est pas impossible que le bureau des enquêtes indépendantes se penche sur le déroulement de
de l'événement, comme prévu quand un citoyen est gravement blessé ou décède lors d'une intervention policière. Tu sais, on avait eu en 2021 un été assez rock'n'roll. Ouais. 2022 aussi. Puis là, 2023, c'était vraiment calme. Très, très, très calme. C'est vrai, on a vu un rapport du SPVM l'année dernière qui disait que ça avait été moins intense que prévu. On sait que c'est l'été que les gangsters sortent pour se tirer dessus parce que, bon, tu vises quelqu'un quand tu l'identifies. Puis l'hiver, on reste chez nous en cabané. Il y en a qui s'en vont dans le sud également. Mais tu sais, là, OK, on l'a vu dans tel bar. OK, on l'a vu dans tel party. C'est pour ça que ça se passe l'été. Mais là, le problème, c'est que Fadi Daguerre là, a beau mettre beaucoup d'énergie sur les fusils pour essayer de contrôler l'entrée des armes, se concentrer là-dessus, tu n'arrives pas à régler ce problème-là. Là, on est vraiment face à un problème systémique de violence au Québec. Et moi, j'étais curieux au début de l'été. Je me disais, on va-tu reconnaître un été comme 2023? Puis là, je me dis, non, je sais pas. Là, il y a eu un attentat contre Leonardo Rizzuto cette année. Il y en a un qui est Del Balso est mort. Là, tu as des gangsters comme... celui Grégory Woolley qui a été tué également. T'as les gars qui contrôlaient le centre-ville, là, les deux Haïtiens. Son frère a été tué à la place de son frère criminel. Sa mère qui habite sur Henri-Julien, sa maison se faisait viser par des tirs 3 fois. Moi, je connais quelqu'un qui habite devant. 3 fois cette année, il a entendu des coups de feu parce que devant, la mère de ce gangster-là se faisait tirer dessus. Donc, ça se dessinait, là, l'été qu'on était en train de connaître. Est-ce que cette fusillade-là a un lien direct avec les événements que je viens de te nommer? Je sais pas. Mais je sais qu'on n'en a pas fini d'entendre parler. Pour de vrai, là. Puis, moi, je te dirais que je suis comme... C'est sûr, c'est triste, mais comme ça m'intéresse. Tu sais, comme j'ai hâte de voir. T'as hâte de voir les dénouements de la situation. C'est comme la série Omerta, mais dans la vraie vie. T'attends de savoir c'est qui là, qui a tiré sur le fusil. En fait, toi, en sécurité, il y a la mère là, de 3 enfants qui disait qu'elle se sentait plus en sécurité. Toi, tu te sens comment par rapport à ça? Ben moi, à Montréal en général? Là? Moi, je me sens en sécurité. Tu sais, c'est sûr que je pense que quand on est un garçon, on se sent plus en sécurité en général que quand on est une fille. Après, il y a des quartiers qui sont chauds. Puis c'est ça qui est étonnant avec cette nouvelle phase de violence-là. $, des Ormeaux. Tu dis, c'est DDO, là. C'est dans l'ouest de la ville. Tu dis, c'est des grosses maisons. Comment ça se fait que ça se passe là? Hochelaga, où moi j'habite, ça a été historiquement un quartier ultra violent. Il y a eu la guerre des motards. Il y a un petit garçon qui s'était fait sauter au coin d'Adam et P9, petit garçon Daniel Desrochers. Aujourd'hui, là, Hochelaga, là, toutes les filles à qui je parle me disent, moi je marche là la nuit, j'en ai pas de problème, c'est rendu relax. La violence se déplace. Essentiellement de l'est vers l'ouest, puis du sud vers le nord. C'est ça qu'on remarque. Donc, dans les quartiers comme Saint-Michel, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard, c'est quand même encore assez violent, puis c'est dans l'est. Mais là, on voit DDO, NDG, Verdun également, Saint-Henri. Ah. Quel sera le prochain quartier? Dans le prochain épisode. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Dans la presse, gros dossier sur la malbouffe près des écoles. On se tourne vers le quartier de Côte-des-Neiges où on rapporte qu'il y a plusieurs groupes d'élèves. C'est quand même commun là, quand on est au secondaire, on sort sur l'heure du dîner pour aller dans les différents restos, pizza, poutine, kebab, burger, burrito, poulet frit. Donc les étudiants du coin ont vraiment l'embarras du choix et tout ça à 5 minutes à pied de leur école. Il y a Jérémy, un jeune élève de 5e secondaire au collège Jean de Brébeuf qui a été rencontré par l'équipe de la presse chez McDo, qui dit qu'ici sur Côte-des-Neiges, vraiment, c'est vraiment tout ce qui est alentour, c'est de la malbouffe. Il y a son ami qui affirme manger toutes les semaines dans ces restaurants-là. Justement, on parle de proximité près des écoles. On dit aussi que c'est abordable. Et là, il y a quand même plusieurs jeunes en uniforme là, qui se promènent dans ces banquettes fluo-là. Du moins, je fais référence à la bannière de McDonald's. Puis on a de la difficulté à s'imaginer qu'en 2016, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce est devenu le seul arrondissement montréalais à interdire les nouveaux restaurants rapides pratiquement partout sur son territoire. L'arrondissement, on définit un restaurant rapide comme un établissement qui n'a pas de service aux tables. Donc, les repas sont servis dans de la vaisselle qui est jetable quand c'est mangé sur place. On dit aussi que c'est des établissements de moins de 6 tables ou
12 places assises qui sont exclues du règlement. Donc, c'est quand même assez... la ligne est quand même mince là, pour faire la distinction entre un restaurant rapide ou non. Et là, le règlement, ça avait quand même fait grand bruit là, quand ça a été adopté. Il y a une association de restaurateurs qui l'a contesté en cour supérieure. Ça a été défait. On s'est tourné vers la cour d'appel où ça a encore été débouté. Et là, l'affaire, ça s'est terminé en 2022 quand la Cour suprême a refusé d'entendre la cause. Donc, l'arrondissement avait eu le dernier mot, mais c'est quelque chose qui préoccupe là, beaucoup le quartier là, dans Côte-des-Neiges. Ouais, mais Côte-des-Neiges, les gens qui sont déjà allés se promener sur cette rue-là, il y a de tout. Si tu veux un AEW, t'en as un. Tu veux un Subway, t'en as un. Tu veux un McDo, t'en as un. Tu veux un Tim Hortons, t'en as un. T'as tout. OK, fait que c'est sûr que, tu sais, moi, je vois pas pourquoi on en ajouterait, là. Je veux dire, à un moment donné, si vous voulez que ça soit la rue de la Malbouffe, on va l'appeler autrement, là. On va l'appeler la rue de la Malbouffe, puis on va changer ça, Côte-des-Neiges. T'sais. Mais moi, je me rappelle, toi, est-ce que tu as été à l'école quand il y avait de la malbouffe? T'es trop jeune, hein? En fait, moi, j'avais des repas à la cafétéria, puis qu'est-ce qu'il y avait près de mon école, c'était quand même assez loin, là, fait qu'on pouvait pas... Oui, on pouvait sortir, mais ça ne laissait pas beaucoup de temps de manger, donc on le faisait pas beaucoup, là. C'était pas à proximité, là. C'était pas à 5 minutes de marche. Mais t'avais pas de malbouffe à la cafétéria? Des fois, le vendredi, tu sais, vendredi pizza, là, ouais. C'est bizarre, parce que moi, il me semblait, puis je suis plus vieux que toi, que j'avais bénéficié de la dernière année de ça, puis il y avait de la poutine. Il y avait de la poutine dans les écoles. Il y avait de la poutine au Collège Notre-Dame, qui est une très bonne école secondaire privée. Puis à peu près aux 2 semaines, le vendredi, il y avait de la poutine. Puis c'était évidemment le plat le plus populaire. Tu voyais que les jeunes qui venaient généralement avec une boîte à lunch avaient laissé la boîte à lunch à la maison, avaient dit à leurs parents, donne-moi à la place le montant que ça coûte pour m'acheter une poutine. Et ça devait être congestionné à la cafétéria. Ah non, c'était quelque chose. Moi, je travaillais à la cafétéria. Moi, c'est moi qui faisais les assiettes ou qui les nettoyais. Puis j'avais le droit d'avoir une deuxième... Puis j'avais mon repas gratuit quand je travaillais. Oui. Puis j'avais le droit à une deuxième assiette de poutine. Oh! Ah ouais, fait que je me remplissais le ventre de cochonneries. Avant d'aller apprendre... Oui, ça marchait. Ça marchait. Ah oui? Peu. J'avais pas de très bonnes notes, non. OK. Puis en après, en éducation physique, là, quand c'était temps de faire du sport, le suer, tout ça, là. C'était très agréable, je te dirais. Mais je veux dire, ça c'est drôle parce que on avait vraiment l'impression, en enlevant la malbouffe des cafétérias, que les jeunes allaient se mettre à manger santé. Mais tu peux pas lutter contre le goût de la cochonnerie, puis du sel, puis du sucre à cet âge-là. Mais surtout quand c'est à proximité, comme dans ce cas-ci. Hein. Non, c'est ça. Puis c'est abordable aussi. Tu sais, moi, ce règlement-là, je l'approuve, mais je pense pas qu'il faudrait interdire à installer maintenant dans tous les quartiers des restaurants ou des endroits pour manger où on sert de la malbouffe à proximité des écoles. Là. Je veux dire, à un moment donné, là, c'est le travail des parents, hein, parce que ces gens-là ne servent pas que de la bouffe aux enfants. Là. Il y a des travailleurs, là, des adultes, hein, qui ont un jugement, un sens critique, qui eux aussi constituent la clientèle de ces restaurants-là. Donc, les enfants, tu sais, oui, c'est mal qu'ils en mangent, oui, c'est pas l'idéal, mais je veux dire, à un moment donné, là, tu sais, c'est les parents. C'est les parents. Tu dis à ton enfant, regarde, je vais t'expliquer pourquoi c'est mieux de manger un fruit puis un légume que de la poutine. Tu m'écouteras pas, mais je vais te le dire, puis c'est à moi de faire ça. C'est pas à moi de faire chier les commerçants qui essayent de survivre, tout simplement. Tout savoir en 24 minutes. Toujours dans la presse, on parle de vélos électriques. Les vélos électriques, on dit qu'on en entend parler dans les derniers temps. Là. Il y a le SPVM, on dit qu'il sert la vis aux cyclistes délinquants. On dit que le nombre de constats d'infraction qui a été remis aux Montréalais qui roulent à vélo électrique a presque triplé de 2019 à 2023. On a passé de 755 amendes à 2000, selon des données qui ont été transmises à la presse après une demande d'accès à l'information. Et pour l'année 2024, ça risque quand même d'augmenter encore une fois, là, parce que le SPVM dit avoir déjà remis 1301 contraventions en date du 29 juillet. Et là, c'est quand même le moment où on utilise beaucoup des Bixi. Là. Il y a les vélos, il y en a des vélos normaux qui sont disponibles, mais on a aussi la possibilité de se prendre un vélo électrique en libre service Bixi qui sont de plus en plus populaires. Il y a Vélo Québec qui demande au gouvernement du Québec d'assouplir le code de la sécurité routière parce que selon un article, on dit qu'il est obligatoire de porter un casque au guidon d'une bicyclette assistée. Autre mot pour définir bicyclette électrique. Il y a Vélo Québec qui espérait vraiment que le gouvernement profite du bannissement des scooters, motocyclettes et vélomoteurs non immatriculés pour faire tomber l'exigence du casque pour les utilisateurs de vélos électriques parce qu'on dit que, en fait, c'est Magali Bebron, directrice des programmes à Vélo Québec, qui dit que, on voit de plus en plus d'usagers réguliers porter un casque, c'est très bien, c'est rendu même une norme sociale. Là. Quand on voit un cycliste pas de casque, on se demande il est où son casque justement. Mais pour une
une utilisation spontanée, par exemple, s'il y a une panne de métro, s'il y a seulement des vélos bleus, donc des vélos électriques à une station, elle dit qu'on a une espèce d'épée de Damoclès, là, où on risque de rencontrer un policier, de devoir payer quand même 130 $. OK, c'est vraiment... Je suis assez surpris par leur position. Moi, j'ai pris un abonnement Bixi au printemps et j'utilise le Bixi presque tous les jours. Puis des cyclistes sans casque, j'en vois, mais à la pelletée, là. Ah ouais. Donc, je vois pas... Je pense qu'ils se trompent, là. Puis un vélo électrique, là, t'as-tu déjà utilisé ça? Non, mais je sais que ça va très vite. Ça va non seulement très vite, là, c'est un vélo là, qui fait la job à la place de tes jambes, là. Moi, je monte du sud vers le nord sans pédaler. Il faut un casque là, quand tu conduis ça. Là. Je veux dire, Vélo Québec est complètement à côté de la traque là-dessus. Là. On dirait qu'ils essayent. C'est comme si c'était un syndicat. C'est pas un syndicat, vous êtes une association, puis vous avez la sécurité de vos membres, les membres les plus jeunes, les plus vieux entre les mains. Donc, c'est vraiment étrange comme position. Puis non, moi, je porte pas de casque, soit dit en passant, puis je devrais en porter un, puis je suis pas tout seul. Là. Donc, il devrait peut-être retourner dehors. Est-ce que tu utilises les Bixi vraiment spontanément ou c'est prévu, tu t'en vas prendre un... Oui, ça fait partie maintenant de ma manière de me déplacer. Puis c'est vrai que d'avoir un casque avec soi, c'est embarrassant un peu. Je me demande même des fois si on ne devrait pas les munir de casques, les Bixi. Je ne sais pas comment, là, peut-être comme dans une espèce de casier disponible. Ça serait compliqué, je comprends. Il y aurait un enjeu aussi sanitaire. Hein. On vit à une époque où tout est important. C'est important que ça soit propre tout le temps. Mais c'est un très mauvais signal là, d'envoyer à la société que de dire « Ah, maintenant, pas de casque pour les vélos électriques. » Ça va vite. Puis moi, je suis tombé en vélo une couple de fois, là, des vélos normaux. Là. Tomber en vélo électrique, là, tu t'en souviens. Là. Tu t'en souviens longtemps, tes genoux s'en souviennent, tes coudes s'en souviennent, puis malheureusement, peut-être ta tête aussi. À vélo tout court, là, il y a même ici en face de la station un cycliste qui se promenait à vélo, pas de casque, qui a été fauché par une voiture, puis ça saignait beaucoup de la tête. Là. Donc, ça peut sauver une vie, un casque. Faut porter ça. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Je termine en te racontant une histoire. En fait, c'est dans les coop ce matin. Je crois que c'est dans Le Soleil. On raconte l'histoire d'un fermier qui attend d'être branché par Hydro-Québec. C'est un producteur d'argousier de la côte de Beaupré qui est parvenu in extremis à faire brancher de manière vraiment temporaire sa ferme au réseau d'Hydro-Québec après des questions du Soleil. Donc, c'est une saga qui a duré près d'1 an. C'est l'histoire de Mario Godin, propriétaire de la ferme LMG, qui a écrit une lettre la semaine dernière au Soleil intitulée « Je n'aime pas Hydro ». Il rapporte que d'essayer d'avoir des services de branchement, ça s'avère plus difficile que les 12 travaux d'Astérix, d'avoir le fameux laissez-passer à 38. Il y a 525 plans qui fournissent à plein régime. Il y a besoin d'avoir des installations adéquates à la production. Ça s'impose plus que jamais. Et là, lui, il est quand même prévoyant. Là. Il a fait l'acquisition d'un cabanon, d'une salle de congélation installée dans une roulotte au bout de ses rangs d'argousier. Par contre, le problème, c'est que ni son cabanon, ni sa salle de congélation n'avaient jusqu'ici pu être branchés. Et là, la récolte de ses fruits s'est supposée se dérouler là, dans les prochains jours. Et là, bien évidemment, les choses ont changé quand, dans les dernières heures, moins de 24 heures après que le Soleil a questionné Hydro-Québec, c'est souvent comme ça, là, oui. Ça sort dans les médias, puis là, par hasard, la situation se règle. Donc, M. Godin a raconté au Soleil que ça a dû leur prendre 15-20 minutes à faire, puis que par la suite, il était branché. Mais c'est des procédures là, qui remontent à septembre 2023. Il y a eu plusieurs... contre-indication, on disait à l'automne dernier que c'est lui qui devait appeler pour les mondages. Plus tard, on disait que c'était le propriétaire du terrain voisin sur lequel se trouvait le poteau qui devait appeler. Et là, 3 mois plus tard, on dit que c'est l'électricien qui assure l'installation qui doit appeler pour les montages. Qui dit vrai, il sait pas. Donc, il s'est confié là, aujourd'hui dans le Soleil et dans cette lettre. Moi, j'ai un message pour le gouvernement. Là. Soyez prudents parce que les gens sont de plus en plus impatients. C'est long quand vous voulez avoir des services en santé. C'est long quand vous voulez inscrire votre enfant à l'école. Tout est long aujourd'hui, hein? La paperasse, la technocratie. Et là, il y a de plus en plus de gens qui se disent il faudrait peut-être laisser la place au privé, hein, parce que le public ne fournit pas. Mais Hydro-Québec, c'est un diamant. OK? Hydro-Québec, c'est un diamant. Donc, il faudrait que ça reste quand même assez pratique pour les gens de se brancher. Il faudrait qu'on donne l'impression aussi qu'on peut développer l'économie du Québec, on peut aller plus loin, plus fort avec le soutien d'Hydro-Québec dans une vitesse qui est raisonnable. Parce que si ce n'est pas le cas, ça donne un argument de plus à des gens qui veulent du privé. Mais moi, du privé, devant Hydro-Québec, j'en veux pas, surtout pas. En santé peut-être, en éducation peut-être, dans les transports peut-être, mais Hydro-Québec est un diamant. Mais pour protéger les diamants, il faut
faire en sorte que les messieurs, comme ce monsieur-là, les fermiers, par exemple, soient satisfaits du service. Merci, Rémi. Merci.